Je crois que l'ensemble des présentations prendra probablement un peu plus d'une heure. Pour ce qui me concerne, je prendrai à ma charge la première demi-heure en vous parlant des écueils et dangers pour la protection de la recherche et du développement dans le secteur du vivant. Sujet très vaste, mais j'espère quand même pouvoir quitter la théorie de temps en temps et m'engager sur le terrain pratique. Et après coup, ce sera mon collègue Julien Gaulle qui est présent ici, qui est spécialisé en droit public, qui nous parlera des marchés publics, également axés sur les produits de santé, les livraisons et les ventes aux hôpitaux en particulier, où il y a effectivement pas mal de questions juridiques qui se posent. Le temps presse, donc je vais immédiatement commencer avec ma propre présentation. La protection des résultats de recherche et de développement. J'ai, comme vous voyez sur le slide, divisé ma présentation en deux parties. La protection interne, c'est-à-dire donc au sein de l'entreprise, que pouvons-nous faire pour protéger l'exclusivité des informations, des données, des résultats de recherche et de développement. Se pose bien entendu à cet égard la question des secrets d'affaires, mais également les relations avec les employés, ainsi qu'avec tous les tiers qui sont associés aux activités de recherche et de développement, tiers non salariés, consultants, sous-traitants, administrateurs et autres. La seconde partie sera consacrée à ce que j'ai appelé la protection externe, où il faudra quand même parler du freedom to operate, j'y reviendrai, des limites légales qui existent par rapport à ce qu'il est permis de faire en matière de recherche, surtout en matière de brevets, donc l'exception de recherche scientifique, et comme nous sommes intéressés dans le pharmaceutique, l'exception dite Bollard. Et ensuite, je terminerai avec quand même un certain nombre de considérations par rapport aux possibilités de faire protéger, bien entendu, les résultats concernés par des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure, bien entendu, où il ne s'agit pas seulement de rester passif, de se protéger passivement également, le cas échéant, d'obtenir une protection active. Mais allons directement dans le vif du sujet et commençons donc avec la question des secrets d'affaires. C'est quoi un secret d'affaires? C'est un concept qui a été introduit il y a 2 ans dans notre législation, qui est basé sur une directive européenne. Un secret d'affaires, c'est une information secrète, certes, et qui a précisément une valeur commerciale, une valeur économique, parce qu'elle est secrète. Et qui, c'est le 4e point de la définition, qui fait l'objet de dispositions raisonnables compte tenu des circonstances. Dispositions donc en vue de garder le secret. Secret d'affaires est bien entendu important dès lors qu'il s'agit de résultats de recherche et de développement. Ce genre de résultats, ce genre de données, fréquemment, effectivement, pourra être qualifié de secret d'affaires. Et quel est l'intérêt de cette protection? C'est que le législateur permet actuellement de bloquer l'obtention, la divulgation, l'utilisation illicite d'un secret d'affaires. Et même plus que ça, en amont, ou plutôt en aval, la possibilité de bloquer la commercialisation de biens en infraction, ceux qui sont définis par la loi comme les biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative des secrets d'affaires obtenus, divulgués, utilisés de façon illicite. Donc, dès lors que le secret d'affaires transparaît, permettez-moi l'expression,
de façon significative dans un produit, la commercialisation de ce produit peut être bloquée. Passons vite en revue les différentes composantes de la définition du secret d'affaires, dans la mesure, bien entendu, où ceci nous permettra de délimiter ce qui est protégeable et ce qui ne l'est pas. Je vous l'ai déjà dit, un secret d'affaires est une information, quel que soit d'ailleurs le mode d'expression, quel que soit le support, n'importe quelle information, de type commercial, mais bien entendu aussi de type technique. Donc, par conséquent, en principe, les résultats de recherche et de développement seront des informations qui, en principe, seront protégeables. Information secrète. Selon la loi, il s'agit donc d'une information qui n'est pas généralement connue des personnes appartenant au milieu concerné ou qui n'est pas aisément accessible aux dites personnes. Donc une définition quand même assez flexible du législateur qu'il y aura lieu, bien entendu, de compléter en pratique. Information donc nécessairement limitée à quelques personnes, information dont l'accessibilité d'une façon ou d'une autre est rendue plus difficile, que ce soit au niveau matériel, intellectuel ou même juridique. Information donc qui a une valeur économique qu'il revient de démontrer. Et il va de soi que un procédé de fabrication, par exemple, qui fait l'objet, bien entendu, d'un développement coûteux en temps et en investissement, que ce procédé de fabrication pourra à un certain moment, effectivement, être qualifié de secret d'affaires, vu la valeur que ce procédé aura pour l'entreprise concernée. Dernier élément, afin de qualifier comme secret d'affaires, il doit y avoir des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances. De nouveau, le législateur a opté pour une définition très flexible. Dispositions raisonnables prises par le détenteur du secret d'affaires. Qui est le détenteur? Et c'est important, c'est celui qui contrôle de façon licite l'information. Nous arrivons déjà ici à un point important, en ce sens que il faut tenir compte du fait qu'un détenteur ne sera donc pas nécessairement l'entreprise. Un sous-traitant qui obtient l'information sans être lié par des dispositions, par des restrictions au niveau de la confidentialité, pourrait effectivement acquérir la qualité de détenteur et pourrait donc prétendre avoir obtenu illicitement l'information. Et la seule limite qui sera imposée par la loi à cet égard, c'est que cette obtention ne pourrait être contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Nous savons tous que ce principe ne s'applique pas partout et pas toujours. Donc il est important, et je crois que ce sera aussi le fil rouge de ma présentation, de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir la confidentialité par rapport à tous ceux qui, quelque part, auraient accès à l'information. Mais ces dispositions raisonnables, elles doivent être raisonnables, compte tenu des circonstances. Donc, on va, en fonction, évidemment, des circonstances, de la taille de l'entreprise, des coûts que ceci implique, du travail que ceci nécessite, déterminer, et on peut espérer de façon flexible, ce qui constitue une disposition raisonnable et ce qui donnera donc le caractère de secret d'affaires protégeable à l'information concernée. La charge de la preuve, par rapport d'ailleurs à l'ensemble des points que je viens d'énumérer, revient au détenteur. Donc il est important de garder les informations, d'inventoriser les informations de façon à pouvoir, le cas échéant, prouver ces différentes composantes. Venons-en, bien entendu, à la pratique. Donc, certains secrets d'affaires qui qualifient comme secrets d'affaires seront protégeables. Il est nécessaire, à cet égard, de prendre les mesures qui permettront
de protéger l'information et, le cas échéant, de lui faire acquérir ce caractère de secret d'affaires. Stratégie, me semble-t-il, en 3 phases successives, et je vais brièvement aborder les 2 premières. La dernière phase étant, bien entendu, une question tout à fait pratique au niveau de la mise en place au sein de l'entreprise. Premièrement, identifier, classer les informations en fonction de leur caractère sensible. Certaines informations sont dans le domaine public, c'est assez facile. D'autres informations de type plus commercial ne nécessiteront pas de protection particulière. Cependant, les informations dont la divulgation, l'obtention par des tiers, résulterait en des préjudices graves ou majeurs pour l'entreprise en question nécessiteront donc un degré de protection, donc des dispositions plus strictes. Prenons un exemple. Un protocole de fabrication d'une substance chimique fera l'objet, bien entendu, de certains protocoles au niveau des différentes étapes à suivre dans le processus de fabrication, qui seront repris sur un document qui sera forcément très sensible et qui nécessitera d'être protégé de façon très, très, très poussée, que l'on peut opposer, par exemple, à la fiche technique et entrer au produit qui résulte de ce processus de fabrication et qui ne nécessitera qu'un degré de protection limité. Quelles sont les mesures, les outils de protection dont on pourrait faire usage à cet égard? À nouveau, flexibilité dans la législation, bien entendu au niveau informatique, utilisation de passwords, limitation d'accès, protection du serveur, indication sur l'ensemble des documents concernés du degré de confidentialité. Je ne dois pas vous le dire. Mesures physiques également par rapport au laboratoire ou au lieu de travail, limitation au niveau de l'entrée, limitation au niveau de l'accès à l'information, l'archivage des informations, et j'en passe, et limite, bien entendu, également légale, contractuelle par rapport à l'ensemble des intervenants qui pourraient avoir accès, être informés donc des secrets en question. Nous avons essayé donc sur le listing que vous voyez sur le slide de faire une petite analyse intervenant par intervenant de ce qu'il y aurait lieu de prévoir dans les contrats, bien entendu des obligations de confidentialité, des limites au niveau, bien entendu, de l'utilisation, le cas échéant, la réglementation du droit d'accès, et non seulement l'utilisation, la nécessité, le cas échéant, d'obtenir des licences. On pourrait même aller jusqu'à une interdiction de reverse engineering. Et bien entendu, les modalités au niveau donc qui s'appliqueraient donc en cas de fin de la relation contractuelle, retour des informations, interview de sortie, et j'en passe. Donc, l'ensemble de ces mesures permettront effectivement, selon les circonstances, d'octroyer aux informations concernées donc le caractère de secret d'affaires. Mais forcément, il n'y a pas seulement les secrets d'affaires, il y a également un certain nombre de créations, donc d'inventions, d'une part, qui sont brevetables, de divers types d'œuvres, dont certaines, le cas échéant, pourront être protégées par le droit d'auteur. Création, donc, qui émane d'une part des employés, mais également des autres tiers intervenant dans le processus de research and development. Voyons d'abord les employés. Le régime des créations des employés
En fait, il n'existe pas. Il y a un certain nombre de dispositions et parce qui se trouvent dans la législation en fonction du type de droit intellectuel concerné. Donc, il est absolument nécessaire à cet égard, par rapport aux employés, de prévoir un régime contractuel qui permette à l'entreprise, au laboratoire, de se réserver la titularité des droits qui pourraient, que l'on pourrait faire valoir par rapport aux résultats de la recherche. Un exemple typique dans le domaine des brevets, c'est bien entendu les inventions de services par rapport aux inventions libres. Il y a des employés qui font des inventions, forcément. S'il s'agit d'inventions de services, la jurisprudence, bien que ce ne soit pas prévu dans la législation, la jurisprudence qui pourrait donc évoluer, admet que si effectivement l'invention est réalisée dans le cadre d'un emploi avec les moyens de l'employeur, que cet employeur pourra invoquer une présomption de cession de l'invention, même si le contrat ne prévoit rien. Donc une espèce d'interprétation de la disposition qui se trouve dans la loi sur les brevets, donc l'article 11.9 du Code de droit économique, qui pourtant prévoit que c'est l'inventeur ou son ayant droit qui ont le droit d'obtenir l'invention. Donc il faut, bien entendu, par rapport à l'inventeur personne physique, se protéger, et ceci vaut en particulier pour les inventions dites mixtes, c'est-à-dire des inventions qui ne sont pas tout à fait liées à l'emploi, qui sont peut-être réalisées en dehors du temps de travail, mais avec les moyens de l'employeur, ou qui sont réalisées par quelqu'un dont la mission n'est pas forcément inventive. Et dans ce contexte-là, il est absolument nécessaire de prévoir un régime contractuel qui permettra à l'employeur donc de réclamer le cas échéant ou de demander le cas échéant que l'invention lui soit cédée. Nous avons dans les slides qui suivent essayé de donner de façon certes non exhaustive mais de façon à titre d'illustration pour les différents droits de propriété intellectuelle donc le régime légal qui prévaut en l'absence de règlement contractuel et qu'il y a lieu, bien entendu, de compléter par un règlement contractuel approprié. Je viens de vous expliquer en matière de brevet quelle est la situation. Tenez compte également dans ce contexte-là que certains statuts, certaines législations, notamment applicables aux universités en Flandre et aux instituts universitaires, d'autre part en fonction des statuts règlements applicables aux universités et écoles, hautes écoles en Wallonie, prévoit l'obligation donc de réserver la propriété des droits intellectuels et des inventions en particulier aux institutions concernées. Donc il faut à ce moment-là, bien entendu, tenir compte de la nécessité d'obtenir une licence. Comme vous verrez sur les slides, j'essaie aussi, dans ces différents slides, d'indiquer non seulement la base légale existante, non seulement le régime au niveau de la titularité, mais également dans quelle mesure la loi prévoit une rémunération éventuelle pour l'employé concerné. Ce n'est pas le cas en Belgique, certainement pas pour les brevets, mais tenez compte quand même du fait que, par exemple, en France, en Allemagne, il y a des réglementations légales exhaustives qui règlent donc la titularité d'invention. Les secrets d'affaires, on les a déjà discutés. Un avantage au secret d'affaires, c'est qu'en principe, ils constituent le fruit du travail de l'employé et donc reviennent, à défaut de dispositions contraires, à l'employeur. Il en est tout à fait l'opposé est applicable en matière de droit d'auteur, où il est absolument nécessaire vis-à-vis de l'auteur personne physique de prévoir la cession, à tout le moins des droits patrimoniaux. Il n'est pas possible de céder les droits moraux de l'auteur, mais les droits patrimoniaux peuvent être cédés moyennant convention écrite
à l'employeur. À défaut, l'employé restera titulaire des droits d'auteur. Le software, par contre, est réglé de façon tout à fait différente, peut-être pour des raisons pratiques. Il est prévu que les employés sont présumés, donc il y a une présomption de cession des droits sur le software en faveur, en tout cas des droits patrimoniaux sur le software en faveur de l'employeur. Il en est de même pour ce qui concerne les droits dits sui generis concernant les bases de données. Donc, tenez compte du fait qu'en fonction du type de droit intellectuel, le régime légal au niveau de la titularité pourrait donc être différent. Par contre, lorsqu'il s'agit de non-employés, la situation devient tout à fait délicate à défaut de règles contractuelles entre l'entreprise et le tiers en question. Donc, tout consultant, sous-traitant, mais également, en fait, tout collaborateur qui n'est pas soumis à un contrat de travail, un dirigeant, un administrateur, et j'en passe, gardera la titularité des inventions, des droits d'auteur et de l'ensemble des droits intellectuels qu'il va créer. Donc, par rapport à ces personnes en particulier, à quelques exceptions près, il est absolument nécessaire de prévoir que les résultats qui émanent des travaux de ces personnes soient effectivement rétrocédés à l'entreprise et que les droits intellectuels lui soient réservés. Comme vous voyez sur le slide, les exceptions sont particulièrement limitées au niveau légal. Quelques règles qui me semblent tout à fait évidentes à respecter. Ce qui nous amène à la seconde partie de ma présentation, ce que j'ai dénommé la protection externe. Freedom to operate, c'est un terme qui est assez populaire, qui est encore toujours d'actualité et qui est important par rapport à chaque société, chaque entreprise, chaque laboratoire qui, quelque part, souhaite entrer sur le marché, commercialiser un produit ou un service. Et la question qui implique, bien entendu, un aspect technologique. Dès lors que la technologie est concernée, il faut nécessairement tenir compte des droits de tiers. C'est le cas dans le télécom, c'est bien entendu également le cas, et de plus en plus, me semble-t-il, dans le secteur du vivant. Donc il faut faire une analyse FTO afin de voir et de déterminer le plus tôt possible, bien entendu, avant qu'on fasse les investissements concernés, dans quelle mesure, effectivement, le produit ou le service peut être mis sur le marché, peut être commercialisé, quelle est la liberté d'action de l'entreprise concernée. En fonction des moyens, bien entendu, et de l'importance du projet, vous pourrez faire une recherche très détaillée ou une recherche superficielle. Il y a des patent attorneys qui sont tout à fait spécialisés pour faire ce type de recherche et je ne peux que conseiller à faire appel à ce genre de service. Que faut-il vérifier à nouveau? Je crois qu'il faut être flexible, il faut être opportuniste, il faut voir quels sont les marchés sur lesquels on sera actif à brève échéance, les pays où l'on sera actif, avec qui aurons-nous affaire, quel brevet de quelle personne devrait faire l'objet d'une recherche, en tenant compte aussi du fait que, bien entendu, il y a une différence entre un brevet octroyé et une demande de brevet qui ne va pas aboutir nécessairement. Et en fonction des informations que l'on a obtenues, on peut déterminer une stratégie qui se situera au niveau légal. On peut contester la validité des droits intellectuels.
où l'on peut essayer d'obtenir une licence, où l'on peut essayer de valoriser, d'entrer dans une espèce d'accord au bénéfice mutuel des parties dans le cadre, par exemple, de licences croisées. Il y a à cet égard toute possibilité. On peut bien entendu réagir au niveau du développement et de la recherche, essayer de développer un workaround, où l'on peut tout simplement adapter sa stratégie commerciale, ne pas communiquer, ne pas changer les opérations concernées. À voir, à nouveau, en fonction des circonstances. En tout état de cause, tenez compte du fait que lorsqu'il s'agit de recherche et développement, certains actes sont permis de toute façon. Par rapport au brevet de tiers, il y a l'exception de recherche scientifique et je dois quand même y consacrer un peu de temps. La législation actuelle, donc l'article 11.34 du Code de droit économique prévoit que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et ou avec l'objet de l'invention brevetée. Les fins scientifiques, qu'est-ce que cela signifie? Il y a presque pas de jurisprudence. Il y a les travaux parlementaires qui donnent une indication, une certaine doctrine qui semble quand même indiquer qu'il faut interpréter ce terme, fin scientifique, de façon flexible et que ceci implique également des activités mixtes, c'est-à-dire dont la finalité n'est pas seulement scientifique, mais également commerciale. Et l'exemple typique qui est donné, ce sont les essais cliniques, phase 1, 2 et même 3, dont on peut admettre qu'en Belgique, ils seront exemptés en vertu de l'exception de recherche scientifique. Et ce qui est intéressant aussi à la législation belge actuelle, c'est que cette exception vaut, à l'opposé de ce qui est le cas dans d'autres pays, non seulement aux actes accomplis sur l'objet de l'invention, mais également avec l'objet de l'invention. C'est-à-dire que les research tools, comme on dit, l'utilisation de research tools dans le cadre donc d'expérimentation et de tests scientifiques en Belgique seront exemptés. Notez cependant que ceci risque de changer une fois que le brevet unitaire sera introduit, ce qui est encore toujours une question. Le législateur belge a prévu qu'à ce moment-là, afin d'uniformiser le statut, les exceptions applicables à l'ensemble des types de brevets, donc le législateur belge a prévu que cette particularité donc disparaîtra. Par contre, ce que le législateur a prévu également, c'est qu'à ce moment-là, il y aura une exception générale qui s'appliquera à l'ensemble des études en vue de l'évaluation de médicaments, ce qui nous amène à la dite exception Bollard dans sa forme actuelle, donc elle sera ou elle risque d'être étendue dans le futur à l'ensemble des études, tests et essais nécessaires en vue de l'obtention d'autorisation de mise sur le marché, mais pour l'instant, donc, cette exception est limitée aux produits génériques, biosimilaires, ou en tout cas les produits qui se situent par rapport à un produit de référence. En vertu de l'article 6 bis de la loi sur les médicaments, l'ensemble des études, tests et essais nécessaires en vue de l'obtention d'une AMM, en ce compris les exigences pratiques qui en résultent, seront donc exemptés, ne pourront être attaqués par le détenteur du brevet sur la molécule concernée. Cette disposition n'a pas fait l'objet de beaucoup de controverses en Belgique. Se poseront certaines questions au niveau de son application, notamment il y a eu, il y a quelques années, une jurisprudence au niveau européen qui est contradictoire sur la question de savoir si les sous-traitants qui font les études, tests et essais concernés sont également exemptés. Donc c'est une question qui, me semble-t-il, reste encore ouverte.
Ceci m'amène, je vois que le temps m'est compté, au dernier point de ma présentation, c'est effectivement les choix qui doivent être faits au niveau stratégique. Faut-il choisir en particulier pour le régime de secret d'affaires ou faut-il choisir plutôt pour un régime de protection d'un droit intellectuel spécifique, que ce soit brevet ou autre? Chaque régime a ses particularités, chaque régime donnera lieu, bien entendu, à certaines différences. Un secret d'affaires restera secret, un brevet sera publié. Un secret d'affaires, on pense par exemple à la recette du Coca-Cola, pourra être protégé ad vitam aeternam, pour autant que les conditions soient présentes. Un brevet ne sera que limité dans le temps, et j'en passe. Nous avons essayé sur le slide de départager, donc, enfin de faire le listing des différences dont on peut tenir compte à cet égard. Vu le temps limité, je me référerai au slide qui, je crois, est assez détaillé. Limitons-nous peut-être aux questions principales à cet égard. C'est le choix, tout d'abord fondamental, qui doit être fait entre secret d'affaires et droit de propriété intellectuelle, choix qui forcément dépendra d'un certain nombre de circonstances. Si le produit en question peut faire l'objet d'un reverse engineering, il va de soi qu'il n'y a pas lieu de choisir pour le régime du secret d'affaires, dans la mesure où l'obtention par reverse engineering ne sera pas illicite. Il faut tenir compte des contraintes au niveau de l'exploitation. Il faut tenir compte des possibilités, évidemment, de faire respecter le droit en question. Il me semble que ce sera plus difficile au niveau du secret d'affaires qu'au niveau du brevet. Il faut tenir compte, bien entendu, des besoins du client. Certains clients, et je crois que Julien peut-être en parlera, nécessitent des certificats. Il faut tenir compte des contraintes légales. Il va de soi que si l'on obtient une AMM, il y a un certain nombre d'informations qui seront de toute façon publiées. Les essais cliniques, à un certain moment, deviendront connus. Le choix du brevet sera peut-être plus évident. Et j'en passe. L'important, c'est d'être cohérent, c'est de décider à temps, tout en sachant que les choix que l'on fait seront irréversibles. Lorsqu'on choisit un brevet, sachez que vous aurez la protection pour 20 ans, augmentée au maximum de 5 ans et demi pour ce qui concerne les médicaments. Sachez aussi qu'un brevet ne sera que protégeable dans le pays pour lequel il a été validé. Donc, il y a un certain nombre de conséquences, choices have consequences, comme dit le philosophe anglais, dont il faut tenir compte. Mais même si l'on choisit, bien entendu, le secret d'affaires, ça n'empêche que, par rapport au tiers, il y a lieu de se protéger également. Si vous avez une invention brevetable que vous décidez de garder secrète, faites le nécessaire, bien entendu, afin de documenter l'usage que vous avez dans la mesure où la loi sur les brevets prévoit la possibilité d'invoquer un droit d'usage antérieur, c'est-à-dire que si vous ne déposez pas de brevet, vous serez de toute façon en droit de continuer à faire ce que vous faisiez avant la date de priorité du brevet qui serait déposé, le cas échéant, par un tiers pour l'invention que vous pratiquez. Donc, tout un ensemble de considérations dont il faut tenir compte au niveau de la recherche et du développement. Je vois que j'ai parlé pour presque plus d'une demi-heure et donc je me limiterai à ce que je viens de dire. Sachez bien entendu que les différences existent non seulement par rapport au secret versus les droits intellectuels, mais que bien entendu les modalités de protection diffèrent nécessairement en fonction du droit de propriété intellectuelle concerné. Nous avons formulé quelques remarques sur le slide que vous voyez.
Petite remarque pratique par rapport aux documents qui sont passibles d'être protégés par le droit d'auteur. Utilisez toujours le sigle, le petit c. Identifiez le document comme étant votre propriété parce que l'utilisation de ce sigle et l'identification de l'auteur, ou de l'ayant droit plutôt, du droit d'auteur, crée une présomption de titularité en faveur de ce dernier. Voilà, je m'arrêterai avec ce point-là. Je vois qu'il y a quelques questions, effectivement, qui sont posées. J'y répondrai immédiatement. Question, qu'entend-on par les moyens de l'employeur? C'est l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition de l'employé dans le cadre des activités de recherche, que ce soit le laboratoire, que ce soit des moyens financiers, que ce soit de la documentation. Donc, c'est un terme qui est générique et qui peut couvrir tout et n'importe quoi qui est mis à la disposition de l'employé et qui est utilisé par ce dernier afin de faire l'invention. Je crois que c'était... Oui, les autres questions ne nécessitent pas d'être discutées. Je crois que je vais m'en tenir là et je laisse la parole à mon collègue Julien, qui, j'espère, sera peut-être un peu moins verbeux que moi. Je m'excuse d'avoir excédé le temps de 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Christophe pour cette présentation. Alors, comme vous le voyez de mon côté, je vais m'occuper des marchés publics des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'on est parti du constat avec Christophe que il y a beaucoup de sociétés en fait actives dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine des soins de santé, et également les hôpitaux en fait qui ne connaissent pas toujours très bien la réglementation sur les marchés publics. Alors, la présentation va être assez générale peut-être pour certains qui connaissent déjà très bien le droit des marchés publics. Peut-être pour d'autres, ce sera trop spécifique. Mais s'il y a des points que je n'ai pas abordés ou que je n'ai pas pu assez aborder, on pourra en discuter par après dans les questions si vous le souhaitez. La présentation va durer aux alentours de 40 minutes, donc un peu plus quand même que celle de Christophe. Voilà. Commençons par le plan de cet exposé. Je souhaiterais voir avec vous 9 points. Tout d'abord, pourquoi s'intéresser au marché public? Ensuite, le cadre juridique des marchés publics en question, son champ d'application, les différents principes généraux qui sont très importants dans le cadre des marchés publics, les différentes procédures et les modalités importantes dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public, la problématique des cadeaux et des avantages octroyés par les entreprises aux hôpitaux, les droits d'exclusivité, la liberté thérapeutique et leur influence sur les procédures de passation en marché public, et enfin terminer sur comment contester un cahier spécial des charges ou une décision dans le cadre d'un marché public. Commençons avec le pourquoi des marchés publics. Eh bien, il suffit de se référer en fait aux chiffres que je donne sur le slide en question. Entre 14 et 20% du PIB est dépensé par les pouvoirs publics chaque année au niveau de l'Union européenne dans le cadre de marchés publics. Donc, c'est l'argent des citoyens qui va être utilisé. Et donc, au niveau européen, on s'est dit qu'il faut quand même imposer des procédures, des règles que les pouvoirs publics vont suivre pour acquérir des travaux, des fournitures et des services pour justement utiliser au mieux l'argent du citoyen, respecter une concurrence et l'égalité entre les différents soumissionnaires. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est de vérifier de manière proactive 2 sites Internet. Le site e-notification et le site TED. Donc, le site e-notification, c'est la publication de l'ensemble des avis marché public au niveau belge, et TED, c'est la même chose, mais au niveau européen. Vous devez chercher par mots-clés, c'est comme sur Google. Vous devez chercher, par exemple, par substance active, par type de produit ou par maladie. Par exemple, là, j'ai donné l'infliximab, les masques, ça peut être des respirateurs, ça peut être des visières, et avec le papillomavirus également pour ce qui est des vaccins. Donc, il faudrait que quelqu'un dans chaque société, si on s'intéresse au marché public, et on voit que c'est un business quand même important, vérifie 2-3 fois par semaine quels sont les marchés publics importants pour l'entreprise. Le cadre juridique maintenant, où trouver une réponse si vous avez un doute sur l'application de la réglementation? Tout d'abord au niveau européen.
Vous avez donc une directive de 2014 qui a été adoptée par le Parlement et le Conseil. Et cette directive a été transposée en droit belge par une loi du 17 juin 2016. Donc cette loi du 7 juin 2016 va prévoir de manière générale les règles et les principes d'une procédure de passation, donc au niveau de la publication, au niveau de la sélection des sociétés, au niveau de l'évaluation de l'offre. Et cette loi a été exécutée par un arrêté royal du 18 avril 2017 qui vient donc préciser ces différentes règles-là. Un autre arrêté royal a été pris le 14 janvier 2013 et là il s'agit des règles d'exécution des marchés publics. Et je le dis déjà, c'est un arrêté royal qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il va s'appliquer de manière automatique à votre relation contractuelle entre l'hôpital, entre un pouvoir public et votre société. C'est-à-dire que même si cet arrêté n'est pas mentionné dans le contrat, cet arrêté va s'appliquer de manière automatique, que vous le voyez ou non. Et dernière loi importante, c'est la loi du 17 juin 2013 sur les voies de recours. C'est donc dans cette loi-là qu'il faudra consulter pour voir quel recours peut être introduit, dans quel délai et devant quelle juridiction. Donc si vous avez un doute, une incertitude par rapport à un texte juridique, essayez toujours, si vous avez l'occasion, d'aller sur Google, chercher dans la loi et vous trouverez, je pense, toujours la réponse et l'explication que vous voulez trouver si vous avez un doute. Le champ d'application. Alors, le champ d'application, qui doit lancer des marchés publics? Tout d'abord, toutes les autorités publiques. Donc, ça va de l'État, les provinces, les communes, les régions, les communautés. Mais également, d'autres entités, des entités qui visent un intérêt public, comme par exemple dans les soins de santé, pour autant que ce ne soit pas de nature purement industrielle ou commerciale. Donc, on peut se dire, les hôpitaux vont tomber sous cette catégorie-là. Et c'est ce que la Cour de justice a jugé dans un arrêt de 2007, dans l'arrêt Heumans, où on a dit que si des entités visent un intérêt public et qu'elles sont principalement financées par les pouvoirs publics, comme l'ensemble des hôpitaux en fait, même les hôpitaux privés, puisqu'ils vont bénéficier des fonds directs ou indirects du régime d'assurance publique que l'on connaît, donc l'INAMI en Belgique, eh bien toutes ces entités vont être soumises au champ d'application du droit des marchés publics et vont devoir respecter la totalité de ces règles en question. Donc, je le répète, tous les hôpitaux belges, y compris les hôpitaux privés, par exemple les hôpitaux catholiques, vont également être soumis au droit des marchés publics et doivent respecter toute cette réglementation. C'est assez récent comme application pour les hôpitaux et on voit en pratique qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de respecter la totalité des règles en question. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est si vous voyez qu'un hôpital est en train d'acheter, on va dire, des fournitures à votre concurrent, posez-vous la question et posez la question à l'hôpital en question, est-ce qu'un marché public a bien été lancé en espèces? Quels sont les différents types de marchés publics que l'on rencontre? Il y en a 3 types. Premièrement, des travaux. Par exemple, la construction d'un hôpital, comme c'est arrivé au Mont-Liégien à Liège. Les fournitures, que l'on retrouve le plus souvent dans le cadre des marchés publics des hôpitaux, c'est-à-dire l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux, mais également des marchés publics de services de temps en temps, comme la confection, par exemple, d'un software sur mesure pour le suivi de patients, par exemple, ou pour pouvoir faire agir entre elles différentes machines, par exemple, au niveau de services d'hospitalisation. Donc, un petit conseil, essayez toujours de déterminer quel type de marché vous avez face à vous. C'est un marché de travaux, de fournitures ou de services. Pourquoi? Parce que c'est important, notamment au niveau des règles d'exécution. Donc, on se réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'arrêté royal de 2013. Cet arrêté royal va élaborer un corpus général de règles qui va s'appliquer à l'ensemble des marchés, mais également des règles spécifiques pour les marchés de travaux, de fournitures et de services. Une autre distinction qui est importante, c'est au niveau des seuils. Donc les seuils vont être différents s'il s'agit de fournitures, de services ou de travaux. Et je vais vous donner quelques seuils maintenant assez importants. Et le premier seuil important en droit des marchés publics, c'est le seuil de 30 000 €, ce qu'on appelle les marchés par facture acceptée. Alors, c'est une procédure qui est extrêmement souple et qui est généralement lancée, qui est souvent lancée par les hôpitaux. Pourquoi? Parce que si les fournitures, l'ensemble des fournitures sont évaluées à moins de 30 000 €, on va pouvoir utiliser cette procédure et on ne va pas devoir respecter la loi que j'ai indiquée, donc la loi du 17 juin 2016, en tout cas dans tous ses détails,
ni l'arrêté royal de 2013 sur les règles d'exécution. Donc c'est une procédure qui est extrêmement souple. On va devoir simplement respecter les principes généraux que je vais voir tout à l'heure avec vous. Et l'hôpital, l'autorité, ne doit pas nécessairement demander une offre aux soumissionnaires, mais doit simplement consulter les conditions de ces soumissionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hôpital peut vous envoyer un email pour vous demander les conditions, peut vous téléphoner pour vous demander les conditions, ou peut simplement consulter votre site internet si vos conditions commerciales s'y trouvent. Et cela suffit pour considérer qu'on a consulté un soumissionnaire. Et il suffit simplement à ce moment-là de consulter 3 soumissionnaires pour remplir les conditions d'utilisation de cette procédure. C'est une procédure donc qui est utilisée assez souvent par les hôpitaux pour l'achat de petites fournitures. Un deuxième seuil qui me paraît important, c'est le seuil de 139 000 € hors TVA. Pourquoi? Parce que on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la procédure négociée sans publication préalable. En principe, tous les pouvoirs adjudicateurs doivent publier, je l'ai dit, soit sur e-notification, soit sur TED, les différents avis de marché quand ils veulent acquérir des biens ou des services. En dessous de 139 000 €, il y a une exception qui est prévue, et c'est cette procédure négociée sans publication préalable. On ne va pas devoir faire donc de publication. L'hôpital va pouvoir aller également demander à 3 opérateurs de son choix une offre. Une offre devra être remise. Et ce qui est intéressant avec cette procédure, c'est qu'on va même pouvoir négocier les offres qui nous ont été soumises, contrairement aux conditions, contrairement aux procédures classiques que l'on rencontre généralement en droit des marchés publics. C'est une procédure qui est exceptionnelle, qui ne peut être appliquée que dans certains cas. Par exemple, lorsque le montant du marché est inférieur à 139 000 €, ou dans d'autres cas que l'on verra par après. En dessous de 214 000 €, il est nécessaire de faire une publication au niveau belge, et au-delà de 214 000 €, il faut faire une publication au niveau européen. Donc c'est également intéressant pour les sociétés belges, c'est-à-dire que vous pouvez également aller sur le site internet TED et voir que d'autres pays, par exemple des pays frontaliers, lancent des marchés publics qui peuvent vous intéresser. Alors, il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne connaît pas nécessairement la réglementation. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la réglementation est issue d'une directive européenne et donc les règles sont assez similaires. Donc, les marchés publics frontaliers des hôpitaux peuvent vous intéresser. Ce qui concerne la valeur et comment calculer justement ces valeurs et ces chiffres que j'ai indiqués, c'est la valeur totale durant toute la durée du contrat, y compris les prolongations et tous les lots. Donc, l'hôpital ne peut pas scinder tous les 6 mois ces achats pour éviter de tomber sous la publication au niveau belge et favoriser toujours les marchés par facture acceptée. Là, on viendrait ce qu'on appelle saucissonner le marché et ce serait une procédure qui est illégale et qui peut donc être contestée en justice. Donc, vérifiez si vous avez l'occasion, si oui ou non une publication préalable aurait dû être effectuée et si vous voyez que votre concurrent est en train de vendre des biens et des services à un hôpital ou à une autorité, allez interroger l'hôpital en question et lui demander des comptes sur la conduite ou non d'une procédure de marché public. Les principes généraux, extrêmement importants. C'est un slide très très important, le plus fondamental, je pense, de ma présentation. Plusieurs principes généraux. Le premier, c'est celui d'égalité et de non-discrimination. Alors, je vous donne des exemples. Je donne des exemples à chaque fois pour chaque principe généraux. Vous avez, en ce qui concerne la problématique des médicaments biosimilaires, donc ce sont des médicaments qui sont similaires à certains médicaments biologiques, qui ont donc le même effet thérapeutique, mais qui ne sont pas constitués par les mêmes molécules. Je ne suis pas spécialiste, mais peut-être que Christophe pourra me corriger le cas échéant. Mais ce sont des médicaments qui arrivent de plus en plus sur le marché. Le problème, c'est que les hôpitaux, dans le cadre de la sélection des sociétés qui veulent participer à un marché, vont toujours demander ce qu'on appelle des références. Donc, on va leur demander, démontrez-moi que vous avez, les 5 dernières années ou les 3 dernières années, livré vos médicaments pour un montant de 100 000 € chaque année. Mais pour les biosimilaires, c'est quelque chose qui est difficile, voire impossible à faire, puisqu'ils arrivent seulement sur le marché pour le moment. Et donc, d'aucuns pourraient considérer que là, il s'agit d'une violation du principe d'égalité et du principe de concurrence, parce qu'on va limiter le nombre de personnes pouvant participer à un marché public. Deuxième principe très important, c'est le principe de transparence. Les hôpitaux et tous les pouvoirs publics doivent donner des règles claires sur comment la procédure de passation d'un marché public va être conduite. Tout doit être précisé dans un cahier spécial des charges et tous les soumissionnaires doivent être donc traités sur un pied d'égalité. Par exemple, s'il y a des questions et des réponses
qui sont posées par les différents, si des questions sont posées par les différents soumissionnaires, les hôpitaux et les pouvoirs publics vont devoir répondre à l'ensemble des soumissionnaires en question et pas seulement répondre à un des soumissionnaires. Même chose en ce qui concerne les différents critères de sélection. Vous avez par exemple un critère de sélection au niveau de la qualité. Eh bien, le pouvoir adjudicateur, l'hôpital, va devoir préciser ce qu'il entend par exemple par le critère d'attribution qualité, par divers sous-critères d'attribution, par exemple lisibilité de la notice, conditionnement primaire, facilité d'utilisation du médicament en question. Un autre principe, celui de la sécurité juridique et le principe patere legem. Ce principe est important en ce sens que les hôpitaux doivent toujours respecter l'ensemble des règles qu'ils ont prévues dans leur cahier spécial des charges. Si l'hôpital a dit « moi je ne vais retenir que les sociétés qui ont des références, de bonnes références ou 3 références les 3 dernières années pour des marchés, des livraisons de marché de plus de 50 000 euros, et qu'on accepte quand même une société qui a des références, mais seulement pour 40 000 euros les 3 dernières années, la société en question doit être exclue du marché. Et si cette société vient quand même à être acceptée et vient même à gagner le marché par après, c'est une violation du principe patere legem qui est de dire vous avez édicté des règles dans votre cahier spécial des charges, vous devez les respecter et vous devez les appliquer. Autre principe, le principe de libre concurrence. Un exemple, c'est l'obligation d'allotir les marchés. Donc, à partir de 139 000 euros, quand votre marché est évalué à 139 000 euros, les hôpitaux et l'ensemble des autorités publiques doivent diviser le marché en lots. Par exemple, si vous avez un marché ou un hôpital où l'État belge, par exemple, demande à se voir fournir des masques, des visières, des respirateurs ou des bonbonnes d'oxygène, il va toujours devoir allotir le marché en question. Pourquoi ? Pour favoriser justement la concurrence et favoriser peut-être des petites entreprises qui ne peuvent livrer que des masques ou que des respirateurs. Sinon, on va favoriser évidemment que les grandes entreprises qui peuvent livrer ces 4 éléments en même temps. Autre principe, le principe de proportionnalité. On va vous demander également en matière de sélection pour participer au marché, la preuve d'un chiffre d'affaires et d'un chiffre d'affaires qui soit assez conséquent pour démontrer votre bonne santé financière pour pouvoir exécuter le marché. Si votre marché est évalué à 100 000 euros ou 150 000 euros, il sera difficilement justifiable pour un hôpital de vous demander un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Là, on irait à l'encontre du principe de proportionnalité. Dernier principe général, celui de la motivation adéquate. Toutes les décisions d'un hôpital, d'un pouvoir adjudicateur doivent être justifiées, tout comme les dispositions d'un cahier spécial des charges. Par exemple, lorsqu'un hôpital va analyser le critère qualité de votre offre et que vous allez voir que vous allez obtenir dans la décision d'attribution 40 points, alors que votre médicament ou votre dispositif médical est assez similaire de celui de votre concurrent qui a obtenu lui 60 points sur les 70 possibles, là vous allez vous poser des questions et l'hôpital devra justifier de manière adéquate et pertinente pourquoi il y a de telles différences entre les médicaments alors que les médicaments ont l'air similaires entre eux. Donc, si vous avez un problème avec une décision ou avec une disposition d'un cahier spécial des charges, si elle vous semble injuste, essayez toujours d'analyser ces dispositions et ces décisions à travers le prisme de ces différents principes. Maintenant, j'en viens aux différents types de procédures auxquelles vous allez être confrontés dans le cadre d'un marché public. Les procédures classiques, qu'on appelait avant soit l'adjudication, soit l'appel d'offres, qu'on appelle maintenant l'appel d'offres général, avec un ou plusieurs critères d'attribution. Dans les marchés publics des hôpitaux, généralement, ça va être un critère d'attribution prix, avec un critère d'attribution qualité, délai de livraison également. Dans ces procédures classiques, vous avez de 2 types. Une procédure ouverte, où on va procéder à la sélection des sociétés et à l'analyse de leur offre dans une seule et même décision. Vous avez également ce qu'on appelle les procédures restreintes, où là, on va d'abord sélectionner les sociétés qui peuvent déposer une offre. Donc, on va regarder si oui ou non vous avez été condamné pour corruption, si vous avez commis une faute professionnelle grave, si vous êtes en ordre au niveau de la fiscalité, au niveau de l'ONSS, et si vous avez une capacité technique suffisante et une capacité financière suffisante.
Et si vous êtes sélectionné, alors à ce moment-là, vous pouvez déposer une offre dans une deuxième étape et votre offre sera seulement analysée à ce moment-là. Donc, lorsque vous allez analyser et regarder ce qu'on trouve sur e-notification ou sur TED, regardez toujours s'il s'agit d'une procédure qui est ouverte ou restreinte, c'est-à-dire est-ce qu'on va d'abord regarder ma sélection ou alors est-ce qu'on va devoir faire un package dans l'offre sur la sélection et sur l'offre. C'est important parce que les délais sont un peu différents en ce qui concerne les deux types de procédures. Vient la procédure négociée, j'en ai déjà touché un mot. Il y a des procédures négociées avec publicité ou sans publicité et elles sont applicables seulement dans certains cas. Je l'ai dit, pour la procédure négociée sans publication préalable, elle peut être utilisée lorsque le marché est évalué à moins de 139 000 € hors TVA ou lorsqu'il y a une urgence imprévisible ou encore lorsqu'il y a une exclusivité technique. Il y a encore une autre procédure qu'on appelle le dialogue compétitif, mais qui est généralement utilisé pour les marchés très complexes. Donc mon conseil est d'essayer d'appréhender et de connaître les différentes différences entre les procédures en question pour préparer votre offre de la manière la plus optimale. Par exemple, dans une procédure négociée, vous allez pouvoir déposer une offre et celle-ci va pouvoir être négociée, mais pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Parce que l'hôpital se réserve généralement le droit, dans ce qui est spécial des charges, de ne pas négocier. Donc, si vous pensez que vous allez d'abord déposer une offre qui n'est pas la plus intéressante en pensant que vous allez pouvoir la négocier par après, sachez que l'hôpital peut toujours dire à un moment, écoutez, moi, j'ai quand même eu une offre devant moi qui me paraît très intéressante et je fais usage de mon droit de ne pas négocier et de prendre donc l'offre de votre concurrent qui paraît directement favorable pour les besoins de l'hôpital. Au niveau des modalités, bien évidemment, les critères d'attribution. Alors, les critères d'attribution sont les critères qui sont utilisés par l'hôpital pour évaluer votre offre. Les hôpitaux sont libres de choisir ces différents critères d'attribution, mais sous certaines réserves. Tout d'abord, ces critères d'attribution doivent être en lien avec l'objet de l'appel d'offres. Par exemple, dans les marchés publics des hôpitaux, vous allez très souvent voir que les hôpitaux vous demandent aux sociétés de payer des séminaires, de contribuer à des séminaires ou de contribuer à des formations de leurs employés ou de leurs médecins. Eh bien, ces formations et ces séminaires doivent être en lien avec le médicament ou les dispositifs médicaux que vous fournissez. Si c'est un lien avec un autre médicament ou avec un autre dispositif médical qui fait l'objet du marché, alors le critère d'attribution sera illégal. Deuxième réserve, le critère doit être pertinent pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans les marchés publics des médicaments, on trouve par exemple le critère d'attribution, le conditionnement primaire. Le conditionnement, comment est-ce que la boîte du médicament est faite. Est-ce que ce critère est toujours pertinent? Si l'hôpital veut acheter 10 unités du médicament en question, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment important que la boîte soit petite ou soit grande? Par contre, si l'hôpital compte acheter 10 000 unités du médicament en question, là, on peut considérer que le critère du conditionnement primaire est bien pertinent. Autre réserve, le critère d'attribution ne peut pas être discriminatoire. On trouve par exemple, on a trouvé en tout cas dans le passé des critères liés à la localisation de la société qui va fournir des biens ou des services à l'hôpital. Ce ne sont pas évidemment des critères qui sont corrects puisque ce n'est pas pertinent pour l'hôpital. Ce qui est pertinent pour l'hôpital et ce qui est important, c'est dans quel délai les sociétés peuvent livrer les médicaments et pas dans un rayon de X kilomètres. Ça, ce n'est pas très important pour l'hôpital. Et donc, on ne peut pas donner 10 points à la personne qui se trouve dans un rayon de 15 km et 5 points pour une société qui se trouve dans un rayon ultérieur. Les critères d'attribution doivent être clairs. Je l'ai dit, au niveau des critères de la qualité, il faut alors à chaque fois énoncer les différents sous-critères d'attribution pour la qualité et surtout dire comment on va évaluer les critères d'attribution en question pour que l'ensemble des soumissionnaires peuvent comprendre de la même manière et être sur un pied d'égalité ce que le pouvoir adjudicateur et l'hôpital souhaitent pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins et donc donner la meilleure offre en faveur de l'hôpital. Et dernier point sur les critères d'attribution, il faut également que les hôpitaux, que les pouvoirs adjudicateurs énoncent la pondération relative des critères d'attribution. Par exemple, est-ce qu'on va prendre comme unique critère le prix, on va donc le mettre sur 100%, ou alors on va prendre en compte également la qualité, on va mettre le prix à 50% et la qualité à 50% alors. Je vous donne quelques exemples des critères d'attribution que l'on retrouve généralement dans les marchés publics d'hôpitaux et je me réfère
à mon slide pour le surplus. Quelles sont les autres modalités auxquelles il faut prêter attention dans le cadre des marchés publics? La confidentialité, Christophe en a déjà un peu parlé, notamment au niveau du secret des affaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce principe général de motivation. Donc, quand l'hôpital va devoir motiver sa décision, il va prendre en compte évidemment tous les éléments que vous lui avez donnés dans l'offre. Vos prix et peut-être vos éléments liés à vos activités commerciales. Donc, c'est à vous, à ce moment-là, de toujours indiquer quels sont les éléments que vous considérez comme étant confidentiels. Dans le cas contraire, l'hôpital va les utiliser et va donc les communiquer aux autres sociétés dans le cadre de sa décision d'attribution. Donc, faites très attention à cela. Regardez également s'il y a un ou plusieurs lots, différents types de médicaments, différents types de dispositifs médicaux. Est-ce que vous pouvez participer aussi à l'ensemble des lots? Cela devra être précisé, dans le cadre du cahier spécial des charges. Et est-ce également possible de remettre des rabais pour différents lots? C'est-à-dire, si je gagne le lot 2 et le lot 3, alors je vais donner un rabais de 20% sur les prix que je propose dans ces deux lots. Cela devra être également être précisé par l'hôpital dans le cadre du cahier spécial des charges. Regardez également s'il y a un seul gagnant ou plusieurs gagnants dans le cadre des marchés publics. Ça arrive très souvent dans le cadre des marchés publics des hôpitaux. On va choisir trois sociétés parmi les 5 sociétés qui ont participé et on va tous les 6 mois remettre en concurrence, par exemple, ou à chaque demande de fourniture de médicaments, l'hôpital va pouvoir remettre en concurrence parmi ces différents gagnants. Ou alors une autre remise en concurrence ou une autre modalité de marché où il y a plusieurs gagnants, c'est ce qu'on appelle le principe de la cascade. C'est-à-dire que l'hôpital va s'adresser à celui qui a remis la première offre, va lui demander s'il peut livrer les différents médicaments ou dispositifs médicaux en question à tel prix. S'il ne peut pas, il va alors s'adresser au deuxième et in fine au troisième selon le principe de la cascade. Lorsque vous analysez les différentes publications, regardez également si ce sont des centrales d'achat. Alors les centrales d'achat, ce sont en fait des ASBL qui vont pour le nom et pour le compte de pouvoirs adjudicateurs d'hôpitaux lancer des procédures de passation de marché public. Et donc, si vous pensez simplement que vous avez affaire à une petite ASBL et vous dites, bon, je peux être intéressé parce que cette ASBL ne semble pas avoir un grand pouvoir d'achat, regardez toujours qui se cache derrière cette centrale d'achat et pour qui elle agit, c'est très important. Regardez également la durée. En principe, un marché public est d'une durée de 4 ans. Dans le marché public des médicaments, on va souvent voir une durée de 2 ans avec possibilité de renouveler pour 2 ans le marché public en question. Faites très attention au fait qu'on retrouve généralement dans les marchés publics de fourniture, médicaments, dispositifs médicaux par exemple, que l'hôpital ne s'engage aucunement à passer une commande. Et donc c'est très important lorsque vous allez remettre un prix, l'hôpital va simplement vous indiquer des quantités présumées. Il va vous dire, mais écoutez, moi en 2019, j'ai commandé 10 000 unités de ce type de médicaments. Donc vous allez remettre votre prix en pensant que vous allez pouvoir livrer au moins 10 000 unités. Mais comme l'hôpital a indiqué qu'il n'allait jamais s'obliger à passer une commande et donc il ne s'agit que de quantité présumée, il faut faire très attention quand vous remettez votre prix. Peut-être que vous n'allez livrer in fine que 5 000 unités et vous n'allez pas faire le bénéfice que vous vouliez faire parce que vous aviez donné un prix en fonction du volume que vous pensiez pouvoir livrer. Attention aux clauses qu'on appelle les clauses NEOREC. Une clause NEOREC, c'est une clause qu'on retrouve dans un cahier spécial des charges et qui impose aux soumissionnaires de dénoncer toute irrégularité qui touche le cahier spécial des charges. On vous dit généralement, si vous estimez que le cahier des charges n'est pas régulier, ou il y a un problème aux critères d'attribution ou un problème de concurrence, vous devez les dénoncer au plus tard 5 jours avant de déposer votre offre. Si ce n'est pas le cas, et que vous continuez le marché, et que vous souhaitez contester la décision d'attribution par après devant un tribunal, devant le Conseil d'État ou un tribunal civil, l'hôpital va vous dire, écoutez, vous n'avez pas respecté la clause qui se trouvait dans le cahier spécial des charges parce que vous n'avez pas soulevé cette irrégularité-là. Et il est possible, très probable même, que le tribunal suive l'hôpital et vous dise, écoutez, vous n'avez pas intérêt à soulever cette irrégularité parce que vous n'avez pas soulevé avant. Donc, en quelque sorte, vous avez un travail aussi juridique de repérer les irrégularités d'un cahier spécial des charges avant d'y participer. Mon dernier point sur les procédures et les modalités qui me semblait important de souligner, c'est cet arrêté royal du 14 janvier 2013. Je vous l'ai dit, il s'applique de manière automatique à votre relation contractuelle entre l'hôpital
et vous-même. Et il va énoncer un grand nombre de règles en matière de résiliation, en matière de pénalité, en matière de mesures d'office, c'est-à-dire comment vous mettre en demeure, comment mettre fin à un contrat, en matière de responsabilité, en matière de réception. Donc, quand vous analysez un cahier spécial des charges et que vous ne voyez pas directement quelles sont les dispositions contractuelles, vous devez toujours vous référer à l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Il est possible pour un hôpital de déroger à cet arrêté royal en question selon certaines modalités qui se trouvent également reprises dans cet arrêté royal-là. Donc, si je peux vous donner un conseil, faites très attention, lisez bien les modalités d'un cahier spécial des charges avant de remettre une offre et surtout posez des questions pour obtenir soit des éclaircissements de la part de l'hôpital, soit pour contester certains points du cahier spécial des charges. Le point que je souhaite souligner maintenant, c'est celui des cadeaux et des avantages. Pourquoi? Parce que l'Agence fédérale des médicaments a édicté une directive, il y a une année ou deux, qui porte justement sur ces cadeaux et ces avantages que demandent en fait les hôpitaux. Comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé quand j'ai parlé des différents critères d'attribution, les hôpitaux demandent de manière générale à ce que les entités s'engagent à payer pour un certain matériel pédagogique, pour un soutien médical, pour payer pour différentes formations. L'Agence fédérale des médicaments et la Commission des marchés publics ont souligné, premièrement, au niveau du droit des marchés publics, que ces critères d'attribution doivent être toujours liés au marché, comme je vous l'ai dit auparavant. Si c'est pour un médicament X, ça ne peut donc pas porter sur des présentations qui vont porter sur un dispositif médical Y. Le critère d'attribution sera alors illégal. Mais surtout, l'Agence fédérale des médicaments a souligné l'article 10 de la loi sur les médicaments et qui s'applique également aux dispositifs médicaux. Qu'est-ce que dit cet article 10? Il dit qu'il est interdit, dans le cadre de la fourniture, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration de médicaments, de promettre, d'offrir ou d'octroyer des primes, des avantages pécuniaires ou des avantages de toute nature aux personnes qui sont actives dans l'hôpital. En d'autres termes et de manière résumée, on ne peut pas faire de cadeaux à un hôpital ou à un médecin, sauf sur certaines exceptions. Et donc, évidemment, dans le cadre des marchés publics, il faut appliquer également ces règles-là. Donc, lorsque l'hôpital va vous demander, dans un critère d'attribution, de payer pour certaines formations, qui sont certes liées au marché, premièrement, ces formations doivent être strictement limitées au marché aux questions et en faveur de l'hôpital et des personnes qui y travaillent. Mais surtout, et l'Agence fédérale des médicaments souligne, ça ne peut pas être à titre gratuit. Parce que si c'est à titre gratuit, ça va être un cadeau et donc ça va tomber sous l'interdiction de l'article 10 de la loi sur les médicaments. Ce que vous devez faire, c'est de soit donner un prix qui soit séparé du prix du médicament ou du dispositif médical, ou alors un prix inclus dans le prix du médicament en question. Faites très attention parce qu'il y a des sanctions pénales afférentes à cette interdiction de faire des cadeaux. On peut aller jusqu'à 1 an de prison et des amendes quand même jusqu'à 240 000 €. Et également confisquer les bénéfices qui font suite justement à la violation de cette interdiction. Et également, ça peut être également un cas d'exclusion des marchés publics parce qu'on va considérer que c'est une faute professionnelle grave. Donc faites très attention dans le cadre des marchés publics et surtout à ces critères d'attribution que l'on retrouve dans pratiquement tous les marchés publics des hôpitaux, lorsque vous devez offrir certains avantages aux hôpitaux. Analysez bien les circonstances de l'espèce et discutez-en avec votre direction. En ce qui concerne les droits d'exclusivité, très brièvement, Christophe en a un peu parlé. Si vous avez un brevet, est-ce que l'hôpital peut simplement se diriger vers vous et dire, mais écoutez, voilà, faites-moi une offre, je sais que vous avez un brevet, donc vous êtes le seul à pouvoir livrer les dispositifs médicaux ou les médicaments en question? Non, la Cour de justice de l'Union européenne l'a souligné, il ne suffit pas d'avoir un brevet pour être le seul à livrer les médicaments en question. L'hôpital doit démontrer et doit regarder véritablement sur le marché en question si les médicaments, les dispositifs médicaux en question ne puissent être fabriqués ou livrés que par un seul fournisseur déterminé. Donc même si vous avez un brevet, mais vous avez peut-être donné des droits de fabrication ou de livraison à d'autres personnes,
il y a quand même une concurrence et donc le pouvoir adjudicateur, l'hôpital ne peut pas directement vous contacter pour vous demander de déposer une offre et contracter avec vous à ce moment-là. Sur la liberté thérapeutique, c'est également très important dans le cadre des marchés publics. La question est de savoir si, quand un médecin a besoin d'un médicament spécifique, est-ce qu'on peut utiliser une procédure négociée sans publication préalable? Donc, encore une fois, contacter directement la société qui livre le médicament que souhaite le médecin en question. Eh bien, de nouveau, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que ce n'était pas possible. Donc, la liberté thérapeutique n'est pas une exception à la réglementation sur les marchés publics. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Les autres solutions, ce sont les systèmes avec plusieurs gagnants, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ou avec plusieurs lots. Comme ça, avec plusieurs lots, on va pouvoir peut-être constituer un stock de différents médicaments, peut-être avec des mêmes effets thérapeutiques, mais qui vont permettre au médecin de choisir le médicament qu'il souhaite parce qu'il considère que son patient doit avoir ce médicament et pas un autre. Ou alors, utiliser la procédure négociée sans publication préalable, mais pas sur base de la liberté thérapeutique, mais par exemple sur base de l'urgence. Si, en toute urgence, un médecin a besoin d'un médicament en question, on pourra utiliser cette procédure négociée sans publicité, mais il faut que cette urgence ne soit pas provoquée par l'hôpital en question. Donc on pourrait dire, est-ce que l'hôpital n'aurait pas pu faire des stocks auparavant? Donc, en résumé, la liberté thérapeutique ne signifie pas qu'il n'y a pas de concurrence en droit des marchés publics. J'en termine avec la problématique de la contestation. Faites très attention et soyez très attentifs. Pourquoi? Pour contester un marché public, une fois que vous recevez la décision d'attribution, vous avez en fait 15 jours. Alors, pas 15 jours à partir de la réception, mais 15 jours à partir de l'envoi. Donc, généralement, on va vous envoyer un courriel et un courrier recommandé en vous disant vous n'avez pas gagné le marché, vous avez 15 jours pour contester le marché en question, et ces 15 jours se calculent à partir de l'envoi. Donc faites très attention. Durant ces 15 jours en question, qu'on appelle le délai de standstill, l'hôpital ou tout pouvoir adjudicateur ne peut pas conclure le marché avec ce qu'on appelle l'adjudicataire, celui qui a donc gagné le marché public en question. Vous allez donc analyser si oui ou non la motivation est correcte, si vous comprenez pourquoi vous avez eu autant sur le critère qualité, si vous avez autant sur le prix, est-ce que l'autre concurrent n'a pas déposé des prix qui sont anormalement bas et donc est-ce que son offre n'aurait pas pu être déclarée irrégulière? Vous allez également regarder à quelle position vous vous trouvez plutôt dans le classement. Si vous êtes 5e et vous estimez qu'il y a des irrégularités, est-ce que si vous soulevez ces irrégularités, est-ce que vous pouvez être classé en première position ou pas? Donc, est-ce que vous avez un intérêt, in fine, à contester la décision d'attribution ou pas? Ce que nous, en tant qu'avocats, on fait généralement et qu'on nous contacte, c'est qu'on va analyser cette décision d'attribution. Il faut nous contacter évidemment très rapidement, mais si on a le temps, on va faire ce qu'on appelle une demande de retrait. Donc, on va rédiger un courrier recommandé et on va demander à l'hôpital, dans les 3-4 jours, de se positionner sur les arguments que l'on soulève et on va lui demander de retirer sa décision d'attribution et de reprendre une décision, le cas échéant, mieux motivée et peut-être avec un classement différent. Deuxième point d'attention, il y a ce délai de 15 jours, mais il faut également savoir devant qui on va contester cette décision d'attribution. Vous avez le Conseil d'État d'une part et les tribunaux civils. La différence entre ces deux juridictions, c'est que le Conseil d'État ne va pouvoir juger que les décisions qui proviennent d'autorités administratives. Alors, c'est une notion qui est impossible d'expliquer en 30 minutes et on peut même très difficile dans une thèse de doctorat, je pense. Donc là, vous devez directement contacter votre avocat pour qu'il vous donne les clés pour comprendre, pour savoir si ou non il s'agit d'une autorité administrative ou non. Généralement, ça va être les personnes de droit public, mais il y a également des personnes de droit privé, certains hôpitaux de droit privé, qui vont être considérés comme des autorités administratives et donc on va devoir contester leur décision d'attribution devant le Conseil d'État. Pourquoi c'est important? Parce que si vous allez devant le Conseil d'État ou si vous allez devant le tribunal civil, mais le tribunal civil, le Conseil d'État va se déclarer peut-être incompétent et le délai de 15 jours à ce moment-là sera dépassé et donc l'hôpital va pouvoir conclure le marché et peut-être exécuter le marché entre-temps avec l'adjudicateur en question. Donc il faut se dépêcher et consulter au plus vite ses avocats alors à ce moment-là. Je le répète pour le délai, c'est 15 jours pour la suspension. Donc on va essayer de suspendre la décision qui attribuait le marché
Pourquoi? Pour essayer d'avoir une chance d'exécuter encore le marché par après, ou alors dans un délai de 60 jours, ce qu'on appelle l'annulation, pour faire constater l'illégalité de la décision d'attribution pour par après obtenir des dommages et intérêts. Donc voilà, pas de temps à perdre, c'était ma dernière chose, analyser, demander des informations complémentaires et prendre la décision d'aller devant les tribunaux. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair malgré l'ensemble des éléments que j'ai soulevés et je reste à votre disposition si vous avez différentes questions le cas échéant.